Je vais commencer donc tout de suite par vous, en parlant d'une série très populaire. Hein. Elle reste, malgré la déception de certains avec la 7e saison, toujours plus populaire que d'autres séries, pourtant elles aussi populaires. Donc la série The Walking Dead. Je vous montre juste un extrait du 2e épisode de la première saison, où les personnages se sont réfugiés dans un grand magasin d'Atlanta. Ils sont encerclés par des zombies qui s'amassent dangereusement contre les portes vitrées. Et ils ne trouvent pas d'autre solution pour s'en sortir que de s'enduire du sang et des viscères d'un walker démembré. Alors ça va être un peu brutal. Hein. Dios. Keep chopping. I'm so gonna... Later. Everybody got gloves? Don't get any on your skin or in your eyes. God. Oh, this is bad. It's really bad. Think about something else. Puppies and kittens. Dead puppies and kittens. That is just evil. What is wrong with you? Next time, let the cracker beat his ass. I'm sorry. You suck. Do we smell like them? Oh, yeah. Alors, la scène est censée provoquer le dégoût du spectateur, dont les réactions peuvent venir réfléchir comme en miroir celles des personnages. Ça pose la question de savoir comment on peut éprouver du plaisir non seulement à voir des êtres horribles, car difformes, mutilés, démembrés, aux chairs pendantes et sanguinolentes, et dont on suppose qu'ils sentent très mauvais, mais aussi à souffrir soi-même d'une émotion aussi pénible que celle de l'horreur. À la suite du philosophe américain Noel Carroll, les philosophes du cinéma parlent du paradoxe de l'horreur pour désigner la difficulté générale suivante. Il semble contradictoire d'éprouver du plaisir à regarder ce qui provoque de l'effroi et du dégoût. Si le paradoxe de l'horreur peut être reconstruit de la façon suivante, un film d'horreur réussi doit produire un sentiment d'horreur. L'horreur est un sentiment de peur et de dégoût. Un sentiment de peur et de dégoût pousse à se détourner plutôt qu'à rechercher ce qu'il provoque. Un film d'horreur réussi doit donc pousser le spectateur à fuir la salle de cinéma plutôt qu'à y entrer. Et pourtant, ce qui est vrai, c'est qu'un film d'horreur réussi attire l'amateur du genre parce qu'il produit un sentiment de peur et d'aversion. Il y a donc une contradiction entre la 4e et la 5e prémisse du raisonnement. La solution du paradoxe peut difficilement être que les amateurs du genre sont des personnes étranges qui aiment souffrir en général et donc aiment souffrir en regardant des films d'horreur en particulier. En effet, il est probable que l'immense majorité des amateurs n'aimeraient pas être réellement dans une situation susceptible de provoquer en eux un sentiment de peur et d'aversion. Le paradoxe exige donc que l'on rende compte du fait que l'on puisse aimer les films d'horreur parce qu'ils produisent un tel sentiment, alors que l'on n'aime pas avoir peur et éprouver du dégoût d'ordinaire. Dans sa Philosophy of Horror, Noel Carroll mentionne en outre un autre paradoxe soulevé par les films d'horreur, ce que les philosophes appellent le paradoxe de la fiction. Si le paradoxe de l'horreur est soulevé par la question comment les gens peuvent-ils être attirés par ce qui est repoussant, le paradoxe de la fiction apparaît quand on essaie de répondre à la question
comment les gens peuvent-ils être émus par ce qu'ils savent ne pas exister? On peut reconstruire le paradoxe de la façon suivante. Il est absurde de s'émouvoir pour le sort d'une personne qui n'existe pas. Un personnage de fiction n'existe pas. Il est absurde de s'émouvoir pour le sort d'un personnage de fiction. Et évidemment, la plupart des gens sont émus par le sort de certains personnages de fiction. La proposition, la première prémisse indique qu'il semble d'abord impossible de s'émouvoir pour ce qui n'existe pas, puisque nous ne comprendrions pas quelqu'un qui prétendrait, par exemple, pleurer la mort d'une personne qui n'a jamais vécu. Un tel comportement passerait pour irrationnel, puisqu'il semblerait dénué de raison. Pourtant, la quatrième prémisse énonce un fait incontestable. La plupart des gens sont émus depuis l'enfance par les histoires fictives qu'on leur raconte ou qu'ils peuvent trouver dans les livres, au théâtre, au cinéma ou à la télévision. Par exemple, la plupart des lecteurs du roman de Tolstoï ne manquent pas de pleurer la mort d'Anna Karénine, tout en sachant qu'elle n'a jamais existé. Nous sommes confrontés à un dilemme. Soit la plupart des gens sont irrationnels dès qu'ils suivent une histoire fictive, ce qu'il est difficile d'admettre, soit il est rationnel de s'émouvoir pour ce qu'on sait ne pas exister, c'est-à-dire sans raison, ce qui semble encore plus difficile à accepter. Le paradoxe de la fiction consiste donc en ceci que le fait massif et incontestable selon lequel la plupart des gens sont émus par des fictions ne semble pas possible quand on réalise qu'une fiction n'est pas la réalité et qu'il est absurde de s'émouvoir pour ce qui n'existe pas. Paradoxe de l'horreur et paradoxe de la fiction constituent ce que Noël Carroll appelle les paradoxes du cœur. Et dans sa perspective, la tâche du philosophe de l'horreur cinématographique est donc triple. Il faut définir le genre de l'horreur, résoudre le paradoxe de l'horreur et résoudre le paradoxe de la fiction. C'est ce qu'il va faire à l'aide de 3 théories. La première théorie est celle de la pensée émouvante. Pour résoudre le paradoxe de la fiction, il faudrait donc trouver une théorie qui permette de comprendre comment nous pouvons être réellement émus par des personnages dont nous savons en même temps qu'ils n'existent pas réellement. Une telle théorie existe qui consiste à soutenir que les personnages de fiction ont une certaine réalité. S'ils n'existent pas en dehors des pensées que nous formons à leur propos, ils existent réellement dans nos têtes, quand nous pensons à eux. Ce ne sont donc pas les personnages de fiction en eux-mêmes qui nous émeuvent, mais les pensées qu'ils provoquent en nous. Autrement dit, dans cette théorie de la pensée émouvante, il n'est pas nécessaire de croire en l'existence ou même en la possibilité de quelque chose pour être ému, il suffit d'y penser. Par exemple, si nous nous trouvons en haut d'un précipice, mais en parfaite sécurité, nous pouvons être saisis d'une émotion à la seule pensée de tomber. De même, nous pouvons être horrifiés par les zombies sans croire que de tels êtres existent ou puissent exister. En résumé, la solution du paradoxe de la fiction peut être reconstruite ainsi. Il est absurde de s'émouvoir pour le sort d'une personne dont on croit qu'elle n'existe pas, mais il n'est pas absurde d'être ému par une pensée. Il n'est pas absurde d'être ému par une pensée relative à un personnage de fiction sans croire que ce personnage existe. Donc, si cette solution résout vraiment le paradoxe de la fiction, il reste encore le paradoxe de l'horreur. Si nous sommes réellement horrifiés par les pensées que suscitent en nous les films d'épouvante, pourquoi y prenons-nous du plaisir? La théorie de la pensée émouvante est complétée chez Carroll par une solution du paradoxe de l'horreur. Si l'on reprend le paradoxe de l'horreur sous une forme condensée en 3 points, on obtient un film d'horreur réussi doit produire un sentiment d'horreur, un film d'horreur réussi doit donc pousser le spectateur à fuir la salle de cinéma plutôt qu'à y entrer, et pourtant un film d'horreur réussi attire l'amateur du genre parce qu'il produit ce sentiment de peur et d'aversion. On peut dire que la stratégie de Carroll va consister à remplacer la 3e proposition par la suivante. Un film d'horreur réussi attire l'amateur du genre parce qu'il produit un sentiment de peur et d'aversion qui s'accompagne d'un plaisir de découverte qui le surpasse finalement. L'idée est donc de soutenir, parfois je propose d'appeler ça la théorie de l'exhausteur de goût, il allait chercher ça chez David Hume, un philosophe écossais du XVIIIe siècle, qui avait une solution équivalente pour ce qu'on appelle depuis Aristote le paradoxe de la tragédie. L'idée de Hume, c'est que nous n'aimons pas l'horreur ou la peur en elle-même, mais cela accroît le plaisir que nous prenons aux autres qualités du récit ou de l'œuvre d'art en général.
Un peu comme donc, la moutarde ou les épices peuvent relever le goût du plat, même si nous n'aimons pas normalement manger de la moutarde ou des épices pures. Donc, en substance, hein, et pour aller vite, la thèse de Noël Carroll, c'est que le sentiment d'horreur coexiste avec le plaisir pris à la structure narrative du récit horrifique, qu'il soit littéraire ou cinématographique, et on peut y ajouter donc d'autres plaisirs propres aux autres propriétés de ces genres. Alors, pour que cette solution soit satisfaisante, il faut ajouter une troisième théorie, parce qu'ici se pose la question de savoir pourquoi nous avons besoin d'aller chercher cela au niveau des films d'horreur, plutôt que de rester dans des genres plus classiques, comme le genre policier, où on aura également donc un plaisir du récit, un suspense, mais sans tous ces éléments, tous ces sentiments négatifs qui sont reliés à l'horreur. Alors c'est ce que propose donc Carroll, en soutenant que dans un film d'horreur, il doit nécessairement y avoir un monstre qui est scientifiquement impossible. Ce qui le conduit à penser ça, c'est que ce que nous recherchons spécifiquement dans le film d'horreur, c'est une solution impossible à envisager, à imaginer, à concevoir, ce qui donc exigerait du genre la constitution d'un être impossible, un être qui dépasserait nos catégories scientifiques comme nos catégories culturelles générales. Il va chercher chez une anthropologue, Mary Douglas, l'idée que ce qui nous dégoûte, c'est justement ce qui dépasse nos catégories culturelles et qui est tenu pour impossible par la science contemporaine. Donc il pense avoir ici une bonne définition de ce qu'est un monstre et une bonne raison de penser que ce qu'on doit trouver dans un bon récit d'horreur, c'est un monstre, donc un monstre qui est un être surnaturel, qui dépasse nos catégories culturelles usuelles. Donc il y a une certaine cohérence dans ces trois théories, ça fournit une grande théorie systématique du genre de l'horreur, et je vous propose de la mettre à l'épreuve des zombies. Cette mise à l'épreuve, elle a déjà été formulée par d'autres philosophes du champ, puisque c'est un champ très dynamique dans les pays anglo-saxons. On a remarqué que le problème de cette définition était que ça excluait des films très importants pour l'histoire du genre, commencé par Psychose, et puis tous les films qui sont nés ensuite en imitant ce film Matrice ou ce film Source. Ce sont, je veux dire, les films du genre du slasher, c'est des films où chaque fois l'assassin utilise une arme tranchante. Tout slash, c'est tranché, lacéré. Donc Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux, Halloween, Vendredi 13, Freddy, les griffes de la nuit, Scream. Dans ces films, on voit des tueurs dont la science contemporaine ne nie pas l'existence. Alors, Carroll a essayé de répondre en disant que ces tueurs ont une certaine invisibilité, comme Michael Myers dans Halloween ou Freddy, ce qui en ferait un des créatures surnaturelles. Sauf que quand on creuse un peu cette question, on s'aperçoit que, par exemple, Freddy Krueger, avant de devenir le monstre qu'il devient en effet, était un psychopathe pédophile. Donc, qui est un type d'être humain qui existe malheureusement. De même, John Carpenter a pris grand soin de laisser dans l'ambiguïté la question de l'invincibilité et la question si la nature surnaturelle ou non des pouvoirs de Michael Myers. Donc, pas sûr que ce soit entièrement convaincant. Norman Bates a essayé, Carroll a essayé aussi de résoudre, de répondre à cette objection en parlant de science-fiction psychologique pour désigner donc le personnage de Norman Bates dans Psychose. Donc, il s'agit de dire que ça renvoie à un personnage qui ne peut pas exister en réalité, qui ne correspond à aucune typologie psychologique réelle. Et quand une catégorie, la science-fiction de l'esprit ou science-fiction psychologique, qui l'oppose à la science-fiction du corps ou science-fiction physique, qui serait représentée par des monstres comme Alien et Predator. Donc l'argument étant, on ne retrouve pas ce type de personnage dans les classifications psychiatriques officielles.
Le problème, c'est qu'il ne peut pas s'en sortir comme ça, puisqu'il existe un sous-genre du genre de l'horreur, qu'on appelle le genre de l'horreur réaliste, qui est constitué de films qui racontent l'existence et les méfaits de tueurs en série qui ont réellement existé. Par exemple, un film que François Truffaut aimait beaucoup, The Honeymoon Killers. Ce film raconte les crimes d'un couple maudit formé de Raymond Fernandez et Martha Beck. Deranged s'inspire de l'histoire vraie du personnage qui a également inspiré Psychose, Ed Gein, tandis que Henry Portrait of Serial Killer raconte l'histoire horrible d'Henry Lee Lucas. On n'a rien ici de surnaturel. Et évidemment, les films d'horreur épidémiques posent le même problème à la théorie, puisque ce qui nous fait horreur, la contagion, la contamination, ne se situe pas dans un interstice de nos catégories culturelles, mais est bien un phénomène naturel, malheureusement possible, que le virus menace directement la vie des individus, ou bien indirectement en produisant chez les contaminés des comportements monstrueux, ne change rien. Ce sont des phénomènes possibles et qui inspirent le dégoût sans violer notre schème conceptuel, pour prendre une expression de Carroll. On sait par exemple que sous sa forme furieuse ou psychiatrique, la rage humaine peut produire un comportement agressif chez le malade, comme dans 28 jours plus tard, où les hommes sont littéralement enragés. Le sens de la séquence d'ouverture est d'ailleurs, à mon sens, transparent. Je vous la remonte. Enfin, je vous la montre. Alors, donc, non seulement on cherche à rendre crédible, donc réaliste, la possibilité qu'un virus de la rage modifié soit injecté à des animaux de laboratoire par des scientifiques pour étudier l'agressivité animale et pourquoi pas en fabriquer à partir de là une arme biologique. Mais on tend aussi, dans cette séquence, à assimiler le pouvoir causal d'un tel virus avec celui de la violence télévisuelle sur le cerveau d'un chimpanzé. L'analogie est claire, les images de violence seraient aussi contagieuses qu'un corps contaminé par un virus. Or, ces images sont omniprésentes. Le déchaînement des pulsions violentes chez les hommes devrait donc bientôt devenir un phénomène épidémique. Alors, il ne s'agit pas de dire que 28 jours plus tard décrit la réalité, ni qu'il est scientifiquement prouvé que la violence télévisuelle provoque une hausse des violences faites à la personne. Mais il s'agit de montrer que les phénomènes décrits dans ces films d'horreur trouvent une place dans nos catégories culturelles, dans nos concepts. Si les épidémies naturelles et la contagion de la violence nous font horreur, ce n'est donc pas parce qu'elles sont impossibles à penser, mais peut-être au contraire parce qu'elles correspondent si bien à notre vision du monde et au sentiment d'insécurité qui prédomine. De sorte que si la définition du genre de l'horreur devait nécessairement passer par une référence au monstre, le contre-exemple des films d'épidémie devrait nous inciter à rejeter la définition du monstre comme être horrible, parce qu'impossible, au profit d'une conception capable d'intégrer à la fois les monstres impossibles, les épidémies et les tueurs en série. Alors, je vais avancer d'autres raisons de penser que donc ces films de zombies peuvent
être rangé dans ce sous-genre de l'horreur réaliste, ou peut-être pour avoir une catégorie un peu plus large, une catégorie de l'horreur ordinaire. Alors, à l'instar de sa séquence pré-générique, je coupe le son exprès. Donc à l'instar de la séquence pré-générique de son pilote, la série The Walking Dead joue sur l'alternance de la surprise et du suspense pour retenir notre attention et nous donner envie de continuer à regarder la suite des événements. Le fait qu'on soit dans l'univers des zombies, c'est parfait pour maintenir constamment ce suspense, puisqu'on craint toujours qu'un zombie n'apparaisse, et puis ça fonctionne aussi à la surprise, puisqu'en général le zombie apparaît là où on ne l'attendait pas. On peut remarquer que le genre épidémique permet d'instiller donc ce suspense constant, du moins tant que les personnages sont à découvert plutôt qu'à l'abri dans un refuge protégé dont l'accès serait physiquement interdit aux porteurs de virus. Autrement dit, le genre nous donne à vivre l'impression que toute sortie est dangereuse, et nous ne cesserons pas, en effet, en suivant le reste de la série, d'être sur nos gardes, craignant pour les personnages dès qu'ils sortiront de leur refuge. Ici, il y a une espèce de travelling latéral qui correspond exactement au travelling latéral droit qui a été proposé juste avant. Et avec cette caméra qui sort de derrière la voiture, on pourrait craindre, on aurait pu craindre que ce soit déjà un zombie qui attaque le personnage. Ce ne sera pas le cas. On est très tôt invité à s'identifier avec le regard de Rick. Ici, on a la tête qui tourne et on s'attend donc à voir, et on veut voir ce qu'il a vu. La série retrouve ce sentiment d'insécurité que le règne de l'information en temps réel ne cesse de renforcer aujourd'hui, et qui consiste à croire que le monde extérieur est de plus en plus dangereux et l'action qu'on y mène de plus en plus incertaine. Par exemple, il suffit d'aller prendre de l'essence pour être pris dans un embouteillage, avoir un accident ou subir une agression violente. Quant à savoir pourquoi une station-service pourrait, comme dans la séquence pré-générique, être le site d'une forte concentration de voitures et d'accidents, on peut songer aux phénomènes qui s'y produisent avant une pénurie annoncée ou même une forte hausse du prix du pétrole pour comprendre que ce n'est que le résultat d'une panique malheureusement bien ordinaire. Présente dans le spin-off Fear the Walking Dead, l'idée de montrer une station-service ou un magasin d'alimentation pris d'assaut renvoie également à un film dont on peut penser qu'il est un modèle du genre post-apocalyptique et donc du sous-genre des films d'horreur épidémique. On pense au film Panic in Year Zero, où une bombe atomique a été lancée sur Los Angeles, va provoquer la fuite d'une famille, famille américaine type, et la menace la plus dangereuse ne sera pas le nuage radioactif qui assez miraculeusement a été poussé par les nuages dans l'autre direction de la ville, mais évidemment les autres hommes, la violence qui va naître parmi les hommes. Et on l'apprend, on la découvre dans une station-service, puisque l'individu qui vient de faire le plein refuse de payer le pompiste, puisqu'il n'y a plus de loi, plus de police, plus d'État pour faire respecter l'ordre et la civilité. Et on va retrouver également donc, ces images de voitures sur le toit renversé. Cette référence à cette figure de la station-service est peut-être un indice de l'un des propos de la série, comme du genre de l'apocalypse zombie en général, à savoir que l'ennemi le plus dangereux de l'homme n'est pas le zombie, mais l'homme lui-même. Dans le pilote, cette idée sera bientôt vérifiée dans la scène de flashback où le personnage de Rick est touché par la balle d'un criminel en fuite. Jamais par la suite, Rick ne rencontrera de zombie plus dangereux que cet être humain, trop humain pour ne pas être impossible et ne pas proliférer dans le monde. Si The Walking Dead est une série d'horreur, alors il faut reconnaître qu'ici comme ailleurs, et malgré ce que Carol a pu écrire, ce qui nous fait horreur n'est pas l'impensable à force d'être extraordinaire, ce qui dépasserait nos catégories culturelles et scientifiques, mais ce qui fait partie aussi de l'ordinaire du comportement humain, même si nous tendons à ne pas vouloir le voir, sans doute aussi parce que nous n'y sommes pas tous confrontés à même proportion. À mon sens, c'est l'une des leçons que l'on peut tirer de l'étude du genre de l'apocalypse zombie. Si l'on trouve en effet plusieurs exemples d'adaptations cinématographiques de faits tragiques réels dans un classique comme 28 jours plus tard, ils ne le sont pas moins dans The Walking Dead, qui s'appuie en outre sur l'imaginaire du genre, en s'inspirant parfois directement de scènes célèbres. Je pense à la renaissance du héros à l'hôpital dans le pilote et dans 28 jours plus tard. Je pense aussi
à la scène d'invasion d'un grand magasin par une horde de zombies qui rappelle des images désormais courantes le premier jour des soldes. Ce phénomène a en effet déjà provoqué la mort d'un employé d'un Walmart à New York en décembre 2008, piétiné par les clients. L'événement avait été en quelque sorte anticipé par le film Dawn of the Dead de Romero, où le comportement des clients d'une vaste galerie commerciale était explicitement comparé à celui de zombies, c'est-à-dire d'individus humains dénués de conscience et dont l'appétit de consommation serait devenu la seule nature, une seconde nature. Pour ceux qui ont eu la chance de le voir, l'excellent Nocturama de Bertrand Bonello fait aussi référence à Dawn of the Dead, puisque les terroristes ne trouvent pas mieux que de se réfugier après leurs attentats à Paris dans un centre commercial parisien. Et ils vont avoir la même attitude que nos héros, enfin, prétendus héros dans le film de Dawn of the Dead, c'est-à-dire très contents de consommer. La scène de la grange de Herschel, où nos héros sont, dans Walking Dead, sont lourdement tir à bout portant sur les zombies qui sortent un à un de l'endroit où ils étaient emprisonnés, a été délibérément conçue comme un massacre, et ça résonne étrangement quand on pense au Bataclan. Et même les scènes où les personnages tombent littéralement entre les mains d'une foule de zombies semblent aujourd'hui relever d'une telle prémonition, si l'on songe aux agressions de masse qu'a connues l'Europe du Nord le 31 décembre 2015. Il semblerait donc que l'horreur que peut nous inspirer le genre des films de zombies vienne de ce que nous y reconnaissons, la violence du monde ordinaire, du moins du monde tel que le décrivent les news, les informations. Que le sentiment d'insécurité soit le résultat de la prolifération d'images de violence ou d'une augmentation réelle de la violence dans nos sociétés, ce qui mérite qu'on y réfléchisse, il est remarquable que le genre du film de zombies soit né au moment, enfin, film de zombies tel qu'on le considère aujourd'hui, c'est-à-dire post-Nuit des Morts Vivants, soit né au moment où les classes moyennes américaines fuyaient la violence des centres-villes pour retrouver la paix et la sécurité dans des banlieues résidentielles, les suburbs. En effet, on a remarqué que l'un des propos de Romero dans Night of the Living Dead, en mettant en scène des zombies se manifestant d'abord dans de tels endroits, était de montrer qu'il n'est pas de refuge sûr qui permette d'échapper à la contamination de la violence, ce qu'il va continuer à montrer dans les autres films de la série. Romero situe successivement l'action principale donc dans des résidences de banlieue des années 60, des centres commerciaux dans Dawn of the Dead, des abris nucléaires enterrés dans The Day of the Dead, et enfin des quartiers privatisés, gated communities évoqués ce matin, à partir de la fin des années 90, dans Land of the Dead, sans qu'aucun de ces refuges ne suffise à protéger ses occupants des dangers, ce que semble confirmer le road movie apocalyptique que constitue le The Diary of the Dead, comme l'insulaire Survival of the Dead, et semble-t-il le prochain sera de nouveau un road movie, avec des zombies. Ce qui donne un sens à l'image qu'on a vue ce matin dans la conférence de ciné. L'idée qu'il n'ait pas de refuge sûr est aussi un trait structurel des épisodes de The Walking Dead. Non seulement il s'agit de découvrir un lieu où se réfugier, mais une fois trouvé, il faut faire des allers-retours à l'extérieur, souvent en voiture, pour trouver les moyens de subsistance, ce qui n'est pas sans rappeler les trajectoires banlieue-centre-ville pour aller travailler et faire les courses. L'idée récurrente tient à une opposition entre la sécurité du refuge et la dangerosité du monde extérieur, qu'il n'est pas difficile d'associer avec l'opposition répandue entre la sécurité du foyer et le danger des espaces publics et de leur traversée, notamment en transport en commun. L'horreur des films de zombies serait donc bien plus réaliste que nous ne tendons à le penser d'ordinaire. Il nous présenterait grossièrement déguisés et déformés nos peurs les plus ordinaires quant au devenir de la forme de nos vies. Alors ça me conduit à je ne commande pas, mais on peut s'amuser à faire des cartes abstraites des déplacements de Walking Dead et trouver en effet cette topologie récurrente. Ce que je voudrais faire pour finir, c'est vous présenter quelques éléments d'interprétation de la figure du zombie, des éléments d'interprétation qui vont donc aller, je l'espère, dans le sens de ma thèse sur laquelle l'horreur zombie serait une horreur finalement très ordinaire. Alors la première interprétation, c'est une interprétation totalement banale, cliché, mais qui est relayée par Romero lui-même, me semble-t-il, c'est l'idée que le zombie, c'est le prolétaire, la figure du travailleur consommateur aliéné, avec, on peut y adjoindre toutes les autres minorités. C'est une figure également de l'intersectionnalité. Donc l'idée que la zombification correspondrait à l'aliénation dans la philosophie marxiste, du moins
dans la première philosophie de Marx, quand il utilisait encore le concept. Il y a deux sens. Dans le premier sens, aliéner, c'est donner ou vendre ce qui nous appartient. Et en ce sens, il est vrai de dire que l'existence du prolétaire est aliénée, puisqu'il vend quotidiennement son corps et son esprit pour pouvoir se nourrir, et se perd ainsi lui-même corps et âme dans le procès du travail. L'idée que le zombie représente l'humain aliéné est incontestablement présente chez Romero, notamment dans cette séquence où le zombie est présenté comme un... On retrouve bien la dimension comique, parodique évoquée ce matin, hein, notamment quand il cherche à attraper les pièces qui sont au fond de la fontaine. Enfin, donc c'est de la métaphore un peu lourde, hein, un peu lourdingue. On peut penser qu'il y a une autre source de proximité, peut-être un nouvel élément pour étayer la thèse selon laquelle le corps du zombie serait un corps comique. Si on regarde les temps modernes de Chaplin, une séquence très célèbre au ralenti, eh bien, on peut se demander, puisque alors évidemment c'est la scène ou la séquence qui représente l'aliénation incorporée du travailleur, on peut penser que ça n'est pas sans évoquer la gestuelle ou la démarche du zombie. Et alors c'est ce qui est l'intérêt de ce rapprochement, c'est qu'on a un grand philosophe inspiré de Marx, mais qui utilise la dialectique également autrement, c'est Walter Benjamin. Et Benjamin, dans son texte fameux, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, il forge le concept d'inconscient visuel ou inconscient optique de la caméra pour indiquer que la condition du spectateur de cinéma est l'aliénation, soumis qu'il serait à la discontinuité des images photographiques et du montage, qui produirait un effet de choc, un effet qui consisterait en ceci que, je cite Benjamin, le processus d'association du spectateur qui regarde ces images est aussitôt interrompu par leur métamorphose. Fin de la citation. Mais si la caméra peut jouer un rôle idéologique de choc, elle peut aussi, par un retournement dialectique, soutient Benjamin, déclencher un processus de désenchantement du monde qui rend visibles les effets inconscients de l'idéologie sur la nature et les interactions humaines. Benjamin pensait que le processus de l'aliénation tayloriste avait ainsi été visuellement rendu dans les gestes saccadés de Chaplin et qu'il était l'analogue de la condition du spectateur de cinéma, soumis à la discontinuité du film et à l'effet de choc décrit plus haut. En s'affirmant malgré l'aliénation que lui faisait subir la caméra, Chaplin aurait permis au public de retrouver l'espoir de s'affirmer malgré sa propre aliénation. Si les gestes saccadés des zombies sont eux-mêmes analogues à ceux de Chaplin, alors par transitivité, on pourra considérer que l'enthousiasme pris à regarder et à jouer aux zombies vient de ce que l'on a là affaire à une image et à un rite qui nous permettent de mettre à distance l'image que nous tendons à nous faire de nous-mêmes en tant que travailleurs, spectateurs, consommateurs, zombies. Il est en outre un second sens de l'aliénation humaine qui justifie que l'on parle d'aliénation dans le système capitaliste selon Marx. Il s'agit de la perte du statut de citoyen, c'est-à-dire du statut d'auteur libre des lois, dans la mesure où les prolétaires sont impuissants quant à l'organisation concrète du travail et en fin de compte de leur existence. On ne leur demande pas leur avis quant à ce qu'on doit faire du travail, du droit du travail, on leur demande juste d'élire quelqu'un qui va s'en prendre au droit du travail. En gros, c'est ce que soutient Marx. Comme l'écrit en substance Stephen Brett Greeley dans son chapitre Monsters of Modernity du collectif Walking Dead and Philosophy, les survivants ont désormais plus de temps pour eux et sont paradoxalement plus vivants que dans la vie moderne. À plusieurs reprises dans les comics et dans la série, on retrouve, ou l'on devrait retrouver, ces moments où les personnages s'aperçoivent qu'ils sont plus heureux qu'ils ne l'ont jamais été, c'est-à-dire qu'ils sont plus heureux qu'avant l'apocalypse. Puisque la différence ne saurait venir d'une amélioration des conditions matérielles de la vie, il faut donc reconnaître contre Marx que ce qui importe, ce qui compte ici davantage pour être heureux, c'est le point de vue, le mode de vision ou encore l'état d'esprit dans lequel se trouvent les survivants. Comme le dit Maggie dans une vignette du comics,
bon, il n'y a pas de spoiler, mais on n'en est pas encore là pour ceux qui suivent la série. À vrai dire, les choses se passent presque mieux qu'avant que tout cela ne commence. Les gens savourent ce qu'ils ont, ils ne le tiennent pas pour acquis, ils en apprécient la valeur et sont reconnaissants pour chaque jour de paix. En lui répondant « Nous ignorions à quel point nous étions chanceux de vivre ainsi », Rick, qui porte la barbe, s'aperçoit donc que les conditions du bonheur étaient déjà réunies avant l'Apocalypse, que le monde ordinaire était un endroit où l'on pouvait vivre heureux, mais que le bonheur était manqué à cause d'une mauvaise façon de penser, d'une ignorance qui s'ignorait en tant que telle. Autrement dit, cette planche, et d'une façon générale la série, semble nous indiquer que ce qui nous manque essentiellement pour être heureux, ce ne sont pas de meilleures conditions matérielles d'existence, mais une réforme de nos façons de voir et de concevoir le monde et nos rapports avec les autres, c'est-à-dire ce qui nous manque, c'est la philosophie. Alors, à 5 minutes, je vous présenterai donc quelques éléments d'une approche philosophique sur laquelle je travaille. Donc, c'est un work in progress. Vous serez indulgent. Quand on aborde les genres, la philosophie des genres cinématographiques est une discipline assez complexe et qui n'est pas si développée que ça. On peut le faire en cherchant des caractéristiques récurrentes, mais on se heurte à un problème qui est le problème de l'essentialisme des genres, c'est-à-dire qu'on trouve toujours une façon, des contre-exemples, et on peut aussi faire mourir un genre en cherchant à l'essentialiser. Donc il y a une autre façon de faire qui va consister à considérer que les genres peuvent être des variations autour d'un même type d'histoire. Et c'est ce que je vous propose de faire en partant d'une histoire qui a quelque chose de philosophique, puisque cette histoire, c'est l'histoire d'une démarche sceptique, de quelqu'un qui se met à douter. Les histoires des films d'épidémie sont souvent celles d'une fuite d'hommes qui sont poursuivis par l'épidémie. Et donc, évidemment, la recherche, la quête d'un refuge. Cette histoire va provoquer une forme de scepticisme, donc de position ou d'idée sur laquelle on ne peut rien connaître de certain ou avec certitude. Le scepticisme s'exprime d'abord par rapport à la difficulté qu'il y a à croire à la réalité de la contamination. Est-il vrai qu'il y a un virus? Est-il vrai que ce virus provoque des comportements extraordinaires et dangereux? Le doute va ensuite porter sur les objets extérieurs et sur le fait qu'ils puissent être contaminés et porteurs du virus. Le doute va également porter sur les autres, évidemment. Sont-ils porteurs du mal? Vont-ils se transformer? On va en venir à douter de ce que disent les autres. Et cette difficulté à croire les autres va bientôt se retourner contre soi, puisque quand on cherche à savoir qui l'on est réellement et si l'on est sincère, on s'aperçoit qu'on n'a pas non plus de certitude absolue, ce qui conduit bien souvent les personnages à affronter ce moment d'un doute radical par rapport à eux-mêmes, à la personne qu'ils sont. C'est ce qui, à mon sens, permet de comprendre en partie, mais en partie seulement, il faudrait prolonger, cette citation du grand philosophe américain Stanley Cavell. « L'horreur scelle ma perception de la précarité de l'identité humaine, du risque qu'elle encourt d'être perdue ou violée, mon sentiment qu'il se peut que nous soyons déjà, ou qu'il se peut que nous devenions quelque chose d'autre que ce que nous sommes ou croyons être. » Je pense qu'il y a un film d'épidémie sans zombies, et où le virus ne produit pas de comportement agressif ou dangereux, qui illustre bien ça. C'est Infecté des frères Pastor, où le virus, en fait, c'est une grippe extrêmement violente et rapide. Donc dès qu'on est contaminé, on meurt, et il y a contamination par l'air. Donc il faut vraiment maintenir à distance les malades. Eh bien, évidemment, le film, ce que va nous raconter le film, c'est comment des êtres humains qui ne sont pas contaminés vont pouvoir se transformer en monstres, puisqu'ils vont devoir s'imposer des règles extrêmement strictes vis-à-vis de ceux qu'on doit mettre en quarantaine. Et ce film est un film d'horreur, même si en réalité on ne voit pas beaucoup d'actes cruels, enfin d'actes sanglants, c'est pas du tout gore, mais c'est simplement ce sentiment d'une disparition de l'humain dans une situation qui exige des êtres humains pour survivre, d'aller à l'encontre de tous les principes du comportement humain, c'est-à-dire ce qu'on appelle un comportement humain et pas inhumain.
Je trouve une confirmation de l'idée selon laquelle l'horreur serait mieux définie de cette façon qu'à la façon de Carroll dans un très bon livre d'André Stanguenet qui s'appelle Les horreurs du monde, où il définit l'horreur donc en disant qu'elle n'est pas nécessairement liée à la peur de la mort ou de la douleur, mais elle l'est toujours à l'entière décomposition, par destruction ou déformation, d'une totalité harmonieuse et cohérente, intensément existante, aussi bien en ses formes qu'en ses comportements, monstres, fantômes, charognes, cadavres, et bon, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent bien, mais on pourrait ajouter zombies. Donc je finirai avec cette idée. En réalité, ça semble correspondre à la genèse logique du concept de zombie. Marx avait repris à Feuerbach l'idée que, contrairement à ce que dit la religion, c'est pas Dieu qui a fait l'homme à son image, mais l'homme qui a fait Dieu à son image, sauf que c'est un homme parfait, qui a toutes les qualités, aucun défaut. On pourrait dire que le zombie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'homme a fait le zombie à son image, mais en éliminant toutes les qualités et en ne conservant que les défauts. Les défauts qui, pour rester dans ce registre du réalisme du genre, ne sont pas des impossibilités, pas entièrement, puisqu'on a eu des éléments scientifiques très, très intéressants ce matin par rapport à ça. La plupart des caractéristiques des zombies sont des caractéristiques qu'on peut aussi avoir et qu'on aura avec le temps, avec la fatigue et pourquoi pas donc aussi sous l'effet du travail. Alors je vous proposerai donc pour terminer de considérer que ce à quoi l'horreur correspond, c'est cette émotion qui nous saisit quand la forme de notre vie change et menace d'être détruite, quand elle se décompose, quand l'humain lui-même devient informe, et de ce point de vue, la déformation du monde, sous l'effet de nos inquiétudes, pourrait bien être conçue comme ce qui est figuré par les déformations monstrueuses de l'humain chez le zombie. Le zombie, serait donc ainsi l'humain en négatif, ça veut dire qu'il faut que je m'arrête. Mais je voudrais finir sur une tonalité un peu plus positive, vous donner un peu d'espoir. André Stanguenet remarque qu'on peut opposer à l'horreur le sentiment de la joie, qui est le sentiment qui nous saisit lors de l'ouverture d'un monde neuf. Il dit celui que contemplent les parents lors de la naissance d'un enfant désiré, celui qu'éprouvent les fondateurs et les ouvriers devant la réalisation d'une architecture réelle ou d'une institution symbolique. On pourrait ajouter comme l'organisation d'une belle journée comme celle-ci. Et considérer que après l'horreur pourra peut-être venir l'horreur avec cette joie nouvelle, et que c'est certainement l'une des forces des films d'horreur épidémique, des films de zombies ou des séries de zombies, c'est-à-dire nous donner ce nouveau regard par rapport à notre réalité ordinaire, considérer que nous sommes peut-être chanceux de pouvoir y vivre ou la connaître. Voilà, je vous remercie de votre attention.